Bonjour et bienvenue pour cette exploration des documents que vous nous avez fournis sur l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, on se penche sur le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire, et plus particulièrement sur deux secteurs, qui racontent une histoire assez contrastée. Les produits de nettoyage et les plastiques. D'un côté, on a un succès apparent, et de l'autre, une forte dépendance. Notre mission, si on peut dire, décrypter un peu ces dynamiques commerciales, regarder de près une proposition concrète qui émerge des sources, une école de fabrication, et puis essayer de replacer tout ça dans un contexte un peu plus large, d'industrialisation et d'intégration régionale en Afrique. Voilà, si l'objectif est d'avoir une vue d'ensemble rapide, mais bien fondée, alors c'est parti. Commençons par la vue d'ensemble, le tableau général. Quand on regarde les chiffres globaux du commerce ivoirien, disons entre 2013 et 2023, il y a une tendance intéressante qui se dégage. Oui, Sur l'ensemble des produits, la balance commerciale est souvent positive. Le fameux ratio de couverture import-export. mhm, Celui tu mesures si les exportations paient les importations, eh bien, il dépasse fréquemment les 100%. c'est exact. On voit des chiffres comme 108% en 2013, 114% en 2014 et même un pic à 131% en 2017. Oui, c'est ça. Ça veut dire des excédents commerciaux de plusieurs milliards de dollars certaines années. C'est quand même assez notable. Tout à fait. Quand on compare par exemple aux chiffres pour l'ensemble de l'Afrique ou même du monde, où on voit plus souvent des déficits sur cette période, d'après les données. Oui, c'est exact. Et ce ratio de couverture, c'est vraiment un baromètre clé de la santé commerciale extérieure. Quand on est au-dessus de 100%, ça veut dire que le pays, il génère plus de devises avec ce qu'il vend qu'il n'en dépense pour ce qu'il achète. D'accord. Donc la performance globale de la Côte d'Ivoire, sur pas mal d'années de cette décennie, ça suggère une certaine solidité commerciale. Ça détonne un peu, effectivement, par rapport aux moyennes qu'on observe dans les données fournies, que ce soit au niveau régional ou mondial. Bon, alors, si le tableau global est plutôt positif, où est-ce que ça se corse un peu? C'est quand on zoome, quand on regarde de plus près certains secteurs, en utilisant les codes douaniers, là, les fameux codes HS, Hmm, qui classifient les produits. Prenons d'abord les produits de nettoyage, tout ce qui est savon, détergent, etc., sous le code HS 34. Et la surprise, Ah oui, la Côte d'Ivoire affiche un excédent commercial très, très marqué. oui, Le ratio de couverture explose, il dépasse souvent 200%, et il est même monté jusqu'à 305% en 2013. c'est énorme. Concrètement, cette année-là, c'était 86 millions de dollars d'exportation contre seulement 28 millions d'importations. D'accord. Et même en 2023, bon, le ratio est un peu plus bas, mais toujours très solide, 167%, ça fait 127 millions exportés pour 76 importés. C'est assez impressionnant, non? C'est tout à fait impressionnant, oui. Surtout dans ce secteur des biens de consommation de base, hein. Oui, Ce qui est frappant, c'est vraiment le contraste avec la tendance générale en Afrique. Les données montrent un déficit constant pour ces mêmes produits, avec un ratio qui tourne plutôt autour de 40-48%. ah oui quand même. Donc le succès ivoirien ici, ça suggère une capacité de production locale qui est bien établie, Et qui ne sert pas que le marché intérieur, apparemment elle s'exporte aussi. probablement vers les pays voisins de la CEDEAO. La communauté ouest-africaine, oui. Exactement. Les chiffres d'importation de cette zone semblent le confirmer d'ailleurs. Et comme le souligne une des sources, maîtriser la production de ces biens de base, c'est souvent vu comme une première étape assez logique dans un parcours d'industrialisation. D'accord. Donc là, on a un point fort très clair pour la Côte d'Ivoire. Oui, Mais alors, quid des plastiques? Les plastiques et articles en plastique classés sous le code HS39. Là, le changement de décor est brutal. ah oui, là c'est l'inverse. Les sources montrent un déficit commercial important et qui semble bien installé, persistant. Hum, hum. Le ratio de couverture, il peine à décoller. Il tourne autour de 25% ces dernières années. Seulement 25%. Pour donner une idée, en 2023, la Côte d'Ivoire a exporté pour 176 millions de dollars de plastique, mais en a importé pour, tenez-vous bien, 702 millions. Ah oui, d'accord. Le ratio tombe à 25%. Voilà. Comment on explique un tel écart par rapport aux produits de nettoyage? Cette différence, elle est extrêmement révélatrice, je trouve. Elle met le doigt sur des défis qui sont structurels. Hmm. Elle pointe vers une forte dépendance aux importations, pour tout ce qui est plastique, que ce soit les matières premières, les granulés, etc., ou les produits finis, comme les emballages, les pièces diverses. D'accord. Et d'ailleurs, cette situation en Côte d'Ivoire, elle fait un peu écho à ce qu'on observe sur l'ensemble du continent africain. Là aussi, le déficit dans ce secteur est marqué, avec un ratio de couverture qui stagne autour de 22-24%. C'est très bas aussi. Très bas. Les raisons, elles peuvent être multiples, hein. Ça peut être un manque d'unités pétrochimiques en amont, un manque de capacité de transformation, une technologie qui est coûteuse ou pas maîtrisée. Oui.
Quoi qu'il en soit, c'est clairement un point faible pour l'industrialisation et ça pèse négativement sur la balance commerciale globale, malgré les bons résultats d'ensemble ou ceux qu'on vient de voir sur le secteur du nettoyage. Alors, face à ce constat, succès d'un côté, dépendance de l'autre, un des documents présente une initiative assez originale. C'est un projet d'école de fabrication en Côte d'Ivoire. Hmm. Et ce n'est sans doute pas un hasard. Elle serait axée spécifiquement sur ces deux secteurs clés, les plastiques et les produits de nettoyage. Oui, les deux secteurs qu'on vient d'évoquer. L'idée maîtresse, si je comprends bien, c'est vraiment le faire pour apprendre. Former des entrepreneurs, des techniciens, mais par la pratique intensive, en couvrant non seulement la fabrication elle-même, mais aussi la vente. Précisément. L'approche qui est décrite dans le business plan est très intégrée et ça mérite qu'on s'y arrête un peu. Oui, Elle combine un peu de théorie, mais surtout beaucoup d'applications pratiques. Les apprenants fabriquent réellement les produits pour bien maîtriser les processus, et ensuite il y a la commercialisation de ces mêmes produits. d'accord. Il y a même l'idée que les revenus de ces ventes pourraient aider à financer l'école elle-même. Ah, intéressant. C'est une tentative de répondre très directement au manque de compétences techniques pratiques. C'est un problème qui est souvent soulevé quand on parle de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce qu'on appelle le TVEC. Oui, Technical and Vocational Education and Training. Voilà. Et c'est mentionné dans une des sources comme un enjeu important en Côte d'Ivoire. Donc cette école essaye de répondre à ça, tout en étant très connectée aux besoins réels du marché. Et le programme en lui-même semble très concret, très main dans le cambouis. Pour les produits nettoyage, on parle de former à 11 types de produits différents avec l'eau de Javel donnée en exemple. Oui, Et côté plastique, la formation irait de la classification et du recyclage, ce qui est un enjeu énorme aujourd'hui, essentiel, oui. jusqu'au moulage par injection pour faire des petites pièces comme des bouchons par exemple, et au moulage par souffrage pour fabriquer des contenants plus gros, genre bidons de 5 à 30 litres. D'accord, donc des applications très pratiques. Oui. Et le projet a même un plan par étapes. Installation, recrutement à court terme, formation et certification des premières promotions à moyen terme, et à plus long terme, l'idée serait d'accompagner les diplômés pour qu'ils créent leur propre petite entreprise, Mhm. avec peut-être même des premiers contrats de sous-traitance via l'école pour les lancer. Ça semble assez bien pensé, non? En effet. Et si on relie ça au rapport sur la synergie économique qui est aussi dans les sources, Oui. on voit que cette école vise en plein cœur des secteurs qui sont jugés clés, le nettoyage, les plastiques, et puis indirectement les équipements nécessaires, les machines, les moules. Ah oui, logique. Elle ambitionne de former les profils qui ont été identifiés comme manquants, les entrepreneurs industriels capables de monter une unité de production, les ouvriers qualifiés qui maîtrisent les machines, les formateurs pour pouvoir transmettre ce savoir-faire, et même des représentants pour aider à structurer la filière. D'accord. C'est une approche très pragmatique pour essayer de construire pièce par pièce un écosystème industriel qui fait peut-être défaut aujourd'hui, en liant très fort la formation, la production et la vente. Alors, essayons de prendre un peu d'auteur maintenant. Comment ce projet d'école, aussi intéressant soit-il, s'inscrit-il dans une stratégie plus globale? Une note dans les documents suggère une sorte de structure d'industrialisation par palier, par étape. Oui. On commencerait par des secteurs plus maîtrisables, comme les produits de nettoyage, là où la Côte d'Ivoire a déjà un avantage. Ensuite, on s'attaquerait au plastique et au recyclage, qui sont très liés au premier, via les emballages, évidemment. Bien sûr. Et puis, on pourrait viser plus haut ensuite, avec la mécanique, les machines, une progression logique en quelque sorte. Oui, cette idée d'approche par étapes, elle trouve un écho assez fort dans une autre source, la transcription d'une émission TV, IMM-TV, Ah oui, qui décrit un concept un peu plus théorique d'institut d'industrialisation. L'école de fabrication qu'on vient de décrire, elle semble être une matérialisation assez concrète de plusieurs fonctions de cet institut théorique. c'est-à-dire, Eh bien, elle a sa banque de projets, avec la liste des produits à fabriquer, elle assure la formation, elle intègre le prototypage et la production via la pratique, elle crée un lien financier avec la vente des produits, et elle pourrait avoir un lien politique si elle s'aligne bien avec les stratégies nationales. je vois, Ça rejoint aussi cette idée de commerce international industrialiste mentionnée ailleurs. Développer d'abord ses capacités internes avant de s'ouvrir complètement, ou en parallèle. L'Institut théorique listait plusieurs bureaux projets, ingénierie, financement, prototypage, politique industrielle, formation. Les pôles pratiques, elles, en couvrent plusieurs de manière très intégrée. les sources nous donnent aussi un parallèle historique qui fait réfléchir. C'est le premier plan quinquennal industriel de la Turquie dans les années 30. 1934-1938.
Voilà. C'était une politique très volontariste, menée par l'État turc à l'époque, via des institutions comme Sümerbank. C'était une sorte de banque publique qui finançait et gérait le développement industriel. D'accord. L'objectif était clair, remplacer les importations dans des secteurs clés comme le textile, le papier, le verre, l'acier, en utilisant au maximum les ressources nationales. La fameuse substitution aux importations? Exactement. Ils ont construit des usines, ils ont formé du personnel, et le résultat, d'après la source, ça a été un excédent commercial et une croissance du PIB pour la Turquie à cette époque. C'est un exemple historique de planification industrielle vraiment axée sur l'autonomie. Et ce besoin de renforcer les capacités locales, cette idée de volontarisme peut-être, comment ça résonne avec les objectifs propres de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Bonne question. Le plan national de développement 2021-2025, qui est la feuille de route stratégique du pays et qui est mentionné dans les documents, Oui, eh bien, il vise justement, entre autres, à accélérer la transformation structurelle de l'économie. Ça passe par ajouter de la valeur dans l'agriculture, bien sûr, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse directement ici, par l'expansion de la production industrielle, notamment dans les textiles, les emballages, donc on retombe sur les plastiques et la chimie. d'accord, c'est explicite. Oui. Le PND insiste aussi beaucoup sur les investissements dans les infrastructures, l'énergie et surtout sur le développement du capital humain via la formation technique et professionnelle, notre fameux TVET. Mhm. Donc l'école de fabrication, avec son focus sectoriel et son approche très pratique, elle semble parfaitement alignée avec ses priorités nationales affichées. Et puis, il ne faut pas oublier le jeu des blocs commerciaux régionaux. On parle beaucoup de la ZLCAF, la zone de libre-échange continentale africaine, Oui, un projet majeur. qui vise à créer ce grand marché unique sur le continent. Et puis, il y a aussi la CEDEAO, le marché ouest-africain, plus proche. Ces marchés représentent un potentiel énorme. Énorme, oui. Les chiffres pour 2023, donnés dans les sources, sont assez éloquents. Pour l'ensemble des pays de la ZLCAF, les importations de plastique et de produits de nettoyage cumulés, ça dépassait les 30 milliards de dollars. 30 milliards. Et rien que pour la CEDEAO, c'était plus de 4 milliards. Donc, théoriquement, la baisse des barrières douanières pourrait ouvrir de nouveaux débouchés importants pour les produits fabriqués localement, comme ceux qui sortiraient de cette école. C'est vrai. Le potentiel de marché est là, indéniablement. Mais la source qui analyse la ZLECAF apporte une nuance importante. Laquelle ? L'ouverture des marchés, ça signifie aussi plus de concurrence, y compris entre pays africains. Ah oui, logique. Des pays qui ont déjà une longueur d'avance dans certains secteurs pourraient profiter de cette ouverture pour exporter encore plus chez leurs voisins. Ce qui souligne l'urgence pour la Côte d'Ivoire, non seulement de développer des industries locales, mais de s'assurer qu'elles soient compétitives, en termes de qualité et de prix. Il ne suffit pas de produire, il faut bien produire. Exactement. Et le projet d'école, en misant sur la qualification de la main-d'œuvre et peut-être sur l'efficacité des processus appris, il vise justement à relever ce défi. Produire localement, c'est une chose. Produire de manière compétitive pour ces marchés élargis, c'en est une autre, et c'est indispensable. Bien, si on essaie de rassembler un peu les fils de cette exploration des documents, on a vu ce profil commercial assez contrasté de la Côte d'Ivoire. Oui, D'un côté, une performance solide, voire impressionnante dans les produits de nettoyage, mais de l'autre, une dépendance marquée et coûteuse pour les plastiques. tout à fait. On a ensuite examiné en détail cette proposition d'une école de fabrication très orientée terrain qui semble conçue comme une réponse assez directe au manque de compétences et de production qu'on a identifié dans ces secteurs clés. Exactement. Puis on a élargi un peu la perspective, on a relié cette initiative concrète à des idées plus stratégiques d'industrialisation, que ce soit l'approche par étapes successives, nettoyage, puis plastique, puis mécanique, ou le modèle un peu plus complet d'un institut d'industrialisation. Mhm. L'exemple historique de la Turquie des années 30 est venu illustrer qu'une politique industrielle volontariste, axée sur la substitution aux importations, c'est quelque chose qui a déjà été fait, avec certains résultats. Et enfin, on a ancré tout cela dans le contexte ivoirien actuel. D'abord, en vérifiant l'alignement avec les priorités du plan national de développement. Oui. Et ensuite, en prenant en compte les dynamiques régionales, avec les opportunités offertes par la ZLECAF et la CEDEAO, mais aussi les défis de compétitivité que ça implique. Le fil rouge qui traverse quand même pas mal de ces documents, c'est vraiment cette idée de synergie, d'interdépendance entre les secteurs. Oui, ça revient souvent. Les voyages ont besoin d'emballages plastiques. La fabrication de ces emballages nécessite des machines, des moules, tout ça requiert des compétences techniques et entrepreneuriales. Développer un maillon peut potentiellement entraîner les autres. L'effet domino. Un peu, oui.
Le grand enjeu pour la Côte d'Ivoire, tel qu'il ressort des sources, ça semble être de réussir ce passage équeur. Capitaliser sur son point fort actuel, les biens de consommation de base comme le nettoyage, pour s'attaquer à ses points faibles, comme les biens intermédiaires que sont les plastiques. Et ainsi construire des chaînes de valeur plus complètes, plus robustes, D'accord. capables de mieux s'insérer dans l'économie régionale. L'école proposée, elle pourrait jouer un rôle de catalyseur dans cette transition, notamment en s'attaquant aussi de front au problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi, qui était mis en lumière par la source sur le TVIT. Donc pour conclure, si on devait retenir l'essentiel de cette analyse des sources pour quelqu'un qui veut se mettre au courant rapidement, la Côte d'Ivoire montre un potentiel commercial certain, elle a des points forts, mais elle fait face à des défis d'industrialisation bien réels. Le cas des plastiques l'illustre parfaitement. Oui, Et des approches de formation innovantes, pragmatiques, comme cette école de fabrication, pourraient être une piste intéressante. Surtout parce qu'elle connecte directement l'apprentissage aux besoins concrets de la production et du marché. absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Je vous écoute. Compte tenu de ce succès dans les produits de nettoyage et de ce déficit criant dans les plastiques qui sont si souvent l'emballage indispensable des premiers, est-ce que la maîtrise de la fabrication locale des plastiques ne serait pas, au fond, l'étape stratégique décisive pour la Côte d'Ivoire? Intéressant. Pas seulement pour réduire la facture des importations de plastique eux-mêmes, ce qui est déjà important, mais peut-être surtout pour libérer un potentiel de croissance supplémentaire dans le secteur du nettoyage, qui est déjà performant, en sécurisant et en optimisant cet approvisionnement crucial en emballage. En créant une chaîne de valeur plus intégrée localement. Voilà, exactement. Ça créerait une chaîne de valeur nationale bien plus intégrée, en capitalisant à fond sur cette synergie factorielle dont on a beaucoup parlé et qui est évoquée dans les documents. C'est une piste à creuser, sans aucun doute.